Bonjour à tous et bienvenue sur le Blockchain Breakfast. Nous sommes à l'édition numéro 8. Aujourd'hui, le thème, c'est le marketing et les communautés Web3. Sujet passionnant dont on fera certainement pas tout le tour, mais je suis ravi d'avoir un super panel avec nous pour nous en parler. Plusieurs membres de l'association Blockchain Innov que je vais laisser se présenter. Donc, nous avons Heike, Nicole, Olivier, Loïc et Mehdi. Bonjour à tous, comment allez-vous? Bonjour, Ouais, bonjour. Bonjour. bonjour, très bien, merci. On va très très bien. Superbe. Super, magnifique. Bah, écoutez, on va déjà commencer par se présenter. Je vais laisser l'honneur aux dames si ça vous dérange pas. Heike, je t'en prie. Oui, merci Ben. Bonjour à tous. Moi, je suis allemande et je suis à Nice depuis 7 mois. Avant, j'ai vécu en Italie et en Autriche. Et ma activité de business s'appelle Manufacture Division. Et comme coach de vie et de business, je supporte les gens pour trouver leur mission dans leur vie et aussi leur vision de trouver l'espace pour penser dans pour s'agrandir avec notre conscience que tout est possible. Ça, c'est mon motto. Et je travaille aussi dans le coaching déjà sur le Web 2. On travaille avec les communautés et le online produit. On utilise beaucoup l'Internet déjà. Et maintenant, depuis Covid, je suis devenue aussi artiste. Et je peins traditionnellement avec le pinceau, mais j'ai eu la vision de vendre mes tableaux par les gens originaux, de le photographier et de le vendre jusqu'aussi dans les mesures monumentales derrière le verre de plexi. Et j'ai utilisé l'intelligence artificielle pour ça. Et maintenant, je suis en train de créer un online shop qui est directement lié avec les laboratoires de la photographie et une galerie 3D. Et comme ça, quand les clients sont dans la galerie de 3D, ils peuvent directement aller aussi dans mon online shop pour acheter les produits. Et je veux aussi agrandir ça et pour utiliser les NFT, etc., pour créer une communauté, tout est possible. Génial. Merci, on a hâte de voir ça et j'espère que tu nous partageras des images, des photos sur le groupe de l'association. Oui, Merci. Bah, Nicole, c'est à toi si tu veux bien. Merci, bonjour. Moi, je m'appelle Nicole Booth. Moi, je dirige une agence de marketing digital. Donc, j'ai une grande expérience dans ce domaine-là, dans tous les leviers du marketing Web 2. Et je travaille essentiellement avec les acteurs de la finance et du luxe. Je me suis spécialisée dans ce domaine-là. Et j'ai aussi créé un média Web3 qui s'appelle Web3 Espresso. Et donc, l'objectif de ce média, c'est de démystifier un peu le Web3 en utilisant des exemples concrets et des cas d'usage dans une forme d'article long form, on appelle ça des longs articles, pour essayer d'onboarder en fait de manière la plus simple possible et de démystifier vraiment ce monde qui peut être assez complexe et qui peut faire peur à tous les gens qui ne sont pas du domaine technique. Donc voilà, ça c'est moi. Bah, merci beaucoup. Messieurs, Olivier, Loïc, Mehdi, je vous laisse prendre la parole. Bah, moi, je suis Olivier Cordoleani, je suis le fondateur de la société YTY en anglais. Notre métier, c'est de créer des objets connectés à la blockchain et à l'intelligence artificielle pour transformer des objets du quotidien et leur ajouter en fait de la valeur de connaissance, de la valeur de rareté et de la valeur en termes de service. Alors pour faire ça, on intègre des composants électroniques dans ces objets, des composants qui communiquent avec un smartphone, et ça permet de transformer un objet, que ce soit une estampe dans le domaine de l'art, que ce soit une médaille
dans le domaine de la numismatie ou que ça soit un vêtement dans le domaine de la mode, ça permet de transformer ce produit en objet de collection et quelque part de transformer le consommateur en collectionneur. Donc, on réinvente des industries traditionnelles de cette manière-là en rajoutant de la valeur. Et autrement, je suis un ancien du jeu vidéo. Hein. J'ai travaillé de 15 ans dans le jeu et je suis aussi conseiller dans tout ce qui est jeux vidéo blockchain. Et je travaille pour le studio Phoenix Block 3 qui va être le premier studio de jeux vidéo corse. Voilà. Génial. Eh ben, merci. Merci Olivier. Génial. Loïc et Mehdi, donc, qui étaient déjà avec moi la semaine dernière pour parler on gardera le meilleur pour la fin. modèles. Mehdi, je te propose Ouais. le meilleur. Rapidement, moi, je suis entrepreneur, passionné d'entrepreneuriat. Donc, j'aime pas faire des distinctions par séparation, mais avant le Web 2, Web 1, Web 2, Web 3. Mais du coup, vu commencer à mes poils blancs, j'ai été dans le Web 1, Web 2, Web 3. Passionné de technologies, on va dire, différenciantes et qui permettent justement de redonner la main, puisqu'on est en plein dans le sujet, à ce qu'on appelait avant des clients et aujourd'hui plutôt des acteurs, donc des personnes actives et qui se saisissent d'un produit ou d'un service et qui sont en lien direct et actif en termes de gouvernance du projet. Donc on va parler d'organisation par des organisations décentralisées et autonomes. Et moi, c'est ça qui m'anime. Du coup, c'est la beauté de ce que permet la blockchain et ces services-là et ces technologies-là. Et aujourd'hui, je travaille pour justement à la direction en charge de l'innovation, de la stratégie dans une société Terre et Valeurs qui simplifie l'immobilier et l'accès au logement par la location et par la propriété, avec des solutions de financement de la totalité du coût d'accès et d'usage d'un logement. Voilà, donc on vient financer ce qui n'existe pas aujourd'hui sur le marché. Alors, je mets des petits guillemets parce que quand on dit ça n'existe pas par ailleurs, il y a toujours beaucoup de chances pour que quelqu'un ait eu la même idée et le développe déjà aussi par ailleurs. Mais ce n'est que bien parce que ça veut dire qu'il y a un véritable marché. Souvent, il faut se poser la question, quand on est les seuls, vraiment les seuls, il faut se poser la question de pourquoi on est vraiment les seuls. Alors, souvent, on est trop tôt sur le marché ou trop tard. Voilà, donc plus il y a de monde et plus on rit. Dans son propre secteur. Voilà, donc Loïc Couture, enchanté. À toi, Mehdi. Merci Loïc. Merci. À chaque fois, j'ai envie de me présenter. Pas le meilleur, vous êtes bon, en tout cas, je suis toujours ravi de participer à des émissions live. À chaque fois, j'essaie de me présenter. Je présente quelques facettes de mes projets, de ce que je fais. En tout cas, moi, à la base, je suis ingénieur système et réseau, auquel je suis tombé dans la blockchain depuis 2013. J'ai la joie d'être titulaire de 4 Master 2 dans l'économie et aussi la finance d'entreprise, ce qui permet d'étoffer mon expérience et ma vue pour l'écosystème auquel je participe et j'aide des entreprises. Je n'ai pas voulu copier la blockchain, mais ma carrière, elle a coché des cases de la blockchain, c'est-à-dire l'horodatage, la cryptographie, tout ce qui concerne les parties algorithmiques et la finance. Donc, quelque part, j'ai suivi. Je suis rentré par les moyens de paiement dans le monde magnifique de la blockchain. Actuellement, je suis des projets. Il y a des projets sur NDA auxquels je ne peux pas parler sur LinkedIn, qui sont les fusions-acquisitions. Et bien oui, maintenant, il y a des entreprises Web 2 qui s'intéressent à des entreprises Web 3. Bien entendu, que ce soit innovant. Et je suis en train d'accompagner la fusion, en tout cas les diligences ont été faites, ils sont en train de négocier sur les dernières démarches. Bien entendu, la plupart des personnes qui veulent faire des projets levés de fonds pour justement asseoir leur idée et participer activement à démontrer la pertinence du projet, là on touche beaucoup le marketing, aussi bien dans la partie précise que site, comment il faut faire, comment elle peut s'articuler, comment elle peut présenter le business model. L'apport du marketing est très important et je suis ravi de participer aujourd'hui afin de donner ma nuance, les belles expériences que j'ai vues, les plus mauvaises et bien entendu prendre aussi expérience de ce que les auditeurs vont parler lors de cette émission, cher Benjamin. Voilà. On te voit figé, Benjamin, parce que c'est moi le seul qui le voit figé. Non.
Oui. Effectivement, il est peut-être parti. Ouais. Il est figé. Il nous a quittés. Il est figé. En tout cas, on peut prendre le lien de cette émission, si on peut se permettre. L'intérêt de parler de marketing, c'est hyper important, surtout pour les projets actuels, pour les relations de presse, qui sont plus ou moins la thématique de recherche de clients. Je sais plus ou moins de prendre la suite de sa participation sans forcément l'emplacer pendant l'émission. En tout cas, ce que j'aimerais bien, auquel chaque personne pourra dire, est-ce que la problématique auquel on devrait avoir, nous tous, lorsqu'on essaie d'aider les projets, est-ce que c'est la recherche de clients exclusivement? Est-ce que vous pouvez vous exprimer les uns après les autres, s'il vous plaît? Est-ce que la chose la plus importante aujourd'hui pour les entreprises, c'est la recherche des clients? Et si c'est oui, comment vous pouvez le voir selon votre prisme et selon votre expérience? Alors, c'est créer de la valeur, oui, effectivement, avoir des clients. Donc aujourd'hui, c'était le débat, hein, justement, Mehdi, c'était de dire est-ce que le Web3, le mot client est pleinement cohérent avec, on va dire, ce qu'on appelle le Web3 et les business tokenisés. Et est-ce qu'on ne parlait pas d'acteurs de la communauté ou de holders, d'actionnaires, presque de quasi-associés aux fondateurs, des associés des fondateurs du projet. Voilà. Bon, moi, j'aimerais dire qu'en effet, je pense qu'on est dans une différence fondamentale entre… alors que l'objectif final, il est le même. Lorsque tu veux dire client, peut-être que tu veux dire qu'en effet, une entreprise doit créer du profit, qu'elle soit Web 2, Web 3, Web 5, Web 12. Il faut créer de la valeur ajoutée. C'est l'objectif d'une entreprise. Sinon, on fait peut-être une association, une ONG à but non lucratif. Voilà. À partir du moment où on a décidé d'avoir une forme commerciale, un véhicule juridique, une forme commerciale, l'objectif, et ce n'est pas méchant ni mauvais, c'est de créer de la valeur et de faire du profit pour réinvestir, etc., toutes les problématiques économiques. Et ce qui est difficile aujourd'hui, on le voit, c'est que les projets Web3 s'inscrivent dans un contexte de nouveauté, de nouveaux projets, nouvelle ambiance, nouveau contexte, nouvelle dynamique, nouveau paradigme. Et on oublie, en effet, ça a été tellement poussé, les premiers fondateurs de projets Web3, ça a été tellement poussé qu'on oubliait même qu'à terme, il fallait créer de la valeur et faire du profit, faire des marges. C'est ça. Et on animait une communauté un peu avec des techniques ou de Ponzi ou de l'inflation, des modèles inflationnistes. Et tant qu'il y a de la demande était un peu plus forte que l'offre, on vivait. Le jour où ça s'arrête, c'est inversé, c'est fini, tout tombé, tout s'arrêtait, il n'y a plus d'activité. Exactement. Le pont, en fait, c'est ça, hein, c'est de se rappeler que le business model, même si on est sur un business Web3, entre guillemets, il faut animer sa communauté et générer de la valeur. Et surtout lorsqu'on a un token en forme de monnaie, une crypto-monnaie, qui permet d'échanger de la valeur. S'il n'y a pas d'échange et d'utilisation, s'il n'y a pas une bonne dynamique de la communauté qui se sert du token pour échanger de la valeur entre les membres de la communauté et en réalité créer de la valeur sur tout l'ensemble du projet, on ne crée pas de valeur ajoutée, on ne crée pas de bénéfices et on ne va pas très loin. Merci beaucoup, Loïc. Je dirais, je peux parler spécifiquement du marché du jeu, hein, parce que je ne sais pas si on peut généraliser de manière universelle sur tous les marchés. Je t'attends 2 secondes parce que ton intervention est très attendue et très pertinente, juste pour avoir respecté le tunnel de ce qui était dit par Benjamin, oui, afin d'avoir justement ce que tu as à dire dans le jeu, et c'est très attendu, j'aimerais bien avoir ton avis. Le marketing aujourd'hui est un mélange campagne web, c'est qu'il vient de lui de le dire, plus ou moins la spécificité Web3, référencement naturel, payant, pub payante, réseaux sociaux, programmes d'affiliation, influenceurs. Est-ce que le Web3, c'est ça, ou est-ce que c'est différent de cela, selon toi, cher Olivier? Je te laisse la parole. Disons qu'il se trouve que quand j'ai quitté le jeu en 2000, j'ai créé une agence de web marketing à la performance. Donc, je connais bien en fait les techniques traditionnelles du Web 2, tout ce que tu viens de citer, effectivement, qui ont été vraiment mis en action à partir de 2003-2004 et pendant plus d'une quinzaine d'années pour arriver à un monopole du GAFA, en fait, qui fait que maintenant, une marque ne peut pas s'émanciper de ce monopole. Elle est obligée finalement d'investir beaucoup d'argent pour être vue sur Facebook, Instagram, tous ces canaux-là. Et donc déjà, le Web3, c'est pour moi une solution d'émancipation des marques qui va leur permettre éventuellement d'avoir un autre canal de visibilité. Mais par rapport à ta question, je voulais juste te dire que pour moi, le Web3,
surtout un changement de la relation avec le client, en fait. Dans un premier temps, on donnait de l'information au client, de l'information qu'il n'avait pas. Ça, c'était les débuts du web. Ensuite, le client, à partir de 2000, venait avec déjà beaucoup d'informations parce qu'il commençait à bien maîtriser le web. Donc, on n'avait plus besoin de lui expliquer le produit. Il connaissait mieux le produit que nous et surtout les avis des personnes sur le produit. Donc, maintenant, en 2020, en fait, le client a une connaissance phénoménale du produit quand il s'est renseigné, car il maîtrise les outils. Donc, on rentre dans la phase où il devient acteur. Et je trouve que dans le domaine du jeu, le gros changement, c'est qu'avant, on lui présentait un produit, on essayait de mettre en valeur le produit, alors que maintenant, le produit n'est pas encore créé, il est juste au stade du concept et tout de suite, on travaille avec lui sur son élaboration, on le fait participer, il devient co-créateur en fait, co-investisseur. Et donc, il a 2 casquettes de plus, investisseur et auteur. Et ça, c'est quand même extraordinaire. Parce que là, je vois, on travaille sur un jeu qui va sortir dans 4 ans. Et ben, dès le départ, on a déjà une communauté qui, à travers une gouvernance partagée, donc une DAO, va élaborer avec toute l'équipe le produit. Voilà, pour moi, c'est ça l'apport le plus fondamental du Web3, c'est la coparticipation, le copartage. Merci beaucoup, Olivier. Je laisse la parole quand même à Nicole qui bouillonne quand même, vu que c'est son domaine aussi, d'enrichir ce que tu viens de dire, cher Olivier. En tout cas, je te remercie pour cette intervention. Qu'est-ce que tu en penses, Nicole, s'il te plaît, par rapport à ça? Oui, c'est intéressant pour moi dans le sens où moi, je reviens à la base du marketing. À quoi sert le marketing? Avant, c'était vraiment une activité support aux sales et avec dans l'idée de transmettre un message pour trouver des clients potentiels. Donc, on était à cette base-là. Dans le Web 2, on a eu les data, les analytics qui ont permis de mettre en place des schémas d'automatisation et de scaling qui ont fait qu'on a réussi à trouver nos personas, trouver nos audiences en ligne et on vend pratiquement tout seul en ligne. Maintenant, on se retrouve dans une situation où que ce soit la centralisation des données par les GAFA, que ce soit le fait que les cookies sont amenés à potentiellement disparaître, donc le tracking, donc la valeur ajoutée du marketing digital, elle s'amoindrit, et que ce soit les notions de GDPR, enfin bref, il y a toute cette montée, cette vague qui vise à protéger nos données, et donc le reach du marketing digital, il s'amoindrit, il y a un challenge et il faut se réinventer. Et donc, je pense que tout repose sur qui on veut atteindre. Les gens, que ce soit le Web 2 ou le Web 3, si on veut vendre une idée, vendre un produit, vendre quelque chose, il faut savoir où ils sont. Et ça, les leviers du Web 2 sont encore utilisés et restent importants et pertinents. Mais la valeur ajoutée pour moi du Web 3, c'est vraiment cette idée qu'au lieu de passer d'une version, on va dire, top-down, où on envoie un message dans l'océan et on espère que quelqu'un le chope, entre guillemets, là, c'est vraiment cette approche où on va trouver des ambassadeurs, on va trouver des gens qui adhèrent au projet, à la vision, à l'équipe, et ça va être une approche bottom-up, qui est beaucoup plus difficile. J'ai une petite question justement à te poser courte. Est-ce que c'est vraiment la demande des clients que tu as vu la différence, ou est-ce que c'est toi qui veux absolument améliorer leur expérience en leur disant « Attendez, il faut qu'on fasse cela ensemble », ou est-ce que tu as remarqué qu'eux-mêmes, ils ont des demandes différentes depuis peu? Alors, eux, la frustration que mes clients ont, c'est que tout coûte plus cher. Donc, avant, avec les leviers des réseaux sociaux, vous pouvez activer une campagne, le ROI, il était très haut, et les budgets on arrivait à faire plus avec son budget. Maintenant, le reach, il a baissé, le reach organique n'existe plus, donc il y a cette sorte de frustration de dire on doit payer plus pour avoir autant de visibilité, l'engagement des gens qu'on arrive à toucher sur les réseaux sociaux, il est moins important. Donc, il y a cette frustration. Eux ne sont pas du tout au courant de cette notion de Web3, mais ce qu'on essaye de faire, c'est de leur faire comprendre que la fidélisation client, que la loyauté peut apporter plus pratiquement qu'en ROI en termes d'investissement. Très bien. Et qu'il y a ces outils qui existent, mais on va dire ils ne sont pas prêts, quoi. Merci beaucoup. Là, je vois que Benjamin est revenu. Ouais, Juste dans la main, la parole à Inke après Olivier, s'il te plaît. Inke,
Heike, pardon, j'ai pas envie d'écorcher ton prénom et ton nom. Donc, vu qu'il y a beaucoup de personnes qui aimeraient bien écouter ton expérience particulière par rapport à cette première question auquel il y a un tour de table dessus. Voilà. J'espère que vous m'entendez encore. Vous m'entendez? Il y a pas mal de bruit de fond. Il y a un peu de... Faudrait que quelqu'un coupe son micro, je ne sais pas qui. On coupe tous nos micros. Oui, je laisse juste le mien pour te poser la question. Merci. Le marketing aujourd'hui est un mélange de campagnes, de web, de référencement, de naturel payant, pas payant. On prend des advisors, on prend des ambassadeurs. Est-ce que des programmes d'affiliation, est-ce que le Web 3, c'est cela ou quelque chose de plus selon toi, lorsque tu veux comparer ce que tu as déjà vécu en tant qu'entrepreneuse dans le Web 2 et le passage dans le Web 3, c'est ce que justement Nicole est en train de nous dire et déjà expliqué. Quel est ton regard à toi, chère Heike? Oui, moi je parle de la domaine du coaching et aussi de l'art. Et moi, je vois ça comme une transition. Et je crois vraiment que c'est important d'être nous-mêmes aussi l'ambassadeur pour amener les gens dans une nouvelle monde de Web 3. Et moi, par exemple, avec l'art, j'essaie de le faire comme ça, que par exemple, je vais avoir un endroit à Nice où je vends mon art physiquement. Alors, les gens, ils peuvent venir. Après, quand ils ont vu le produit et aiment toucher, etc., je peux les amener aussi dans ma galerie. Comme ça, ils font l'expérience eux-mêmes d'utiliser une galerie online. Et dans cette galerie online, ils vont avoir l'expérience de trouver mes vidéos sur la création de mon œuvre, sur de moi. Et ils ont aussi la possibilité d'entrer dans mon newsletter et aussi dans mon online shop. Et il y a aussi des plateformes déjà où on peut aussi, comme artiste, je peux offrir mon art comme NFT. Ça veut dire, dans mon galerie de l'art, je peux vendre physiquement mon produit à travers de mon online shop, mais en même temps, je peux aussi vendre ça comme NFT. Et ça, c'est déjà pour nous une grande chose. Mais je crois vraiment c'est d'aider aussi les gens parce qu'autour de moi, il y a aussi beaucoup de gens, aussi des clients de différents âges qui ne connaissent rien du tout. Je crois que c'est un approchement aussi de nous de faire ça. Et j'ai vu avec mon online shop, les gens, pour moi, ils veulent toucher l'art. Ils veulent avoir l'art dans leur même. Mais en plus, si je peux encore ajouter ça, je vois aussi pour moi ça comme nouvelle opportunité pour acquérir de nouveaux cibles pour moi, les jeunes. Et là, je dois encore travailler au-dessus avec les NFT aussi. Et je crois eux, ils sont plus ouverts. Et comme ça, on a deux cibles aussi, plusieurs cibles différentes pour un produit. Très bien, merci beaucoup. Benjamin, reprends ton titre. Reprendre le poste. Mais je vois aussi que tu le tenais très bien. Et donc, si à l'occasion tu veux animer avec moi des Blockchain Breakfast, écoute, je te solliciterai. Merci Mehdi. J'ai quand même pu écouter ce que tout le monde disait. Donc, merci à tous. Et c'est vrai que c'est hyper intéressant. On enchaîne d'ailleurs un peu sur la suite de ce que je voulais aborder. C'est qu'effectivement, on cherche pas des clients quand on fait une campagne marketing dans le Web 3, ce qui rend vraiment le ciblage d'autant plus compliqué. On cherche des ambassadeurs, on cherche des porte-paroles, on cherche aussi des investisseurs. Et donc, finalement, comment s'y prendre? Moi, ce que je peux dire aussi rapidement de mon expérience, c'est que et ça rejoint aussi ce qu'a dit Heike, c'est que en fait, on cherche à avoir tout de suite, enfin le plus rapidement possible, des premiers ambassadeurs. C'est un peu comme un système de followers, c'est-à-dire qu'on va chercher les premières personnes qui vont vraiment adhérer à ce qu'on veut faire pour qu'eux-mêmes puissent porter le mot autour d'eux. Donc en fait, on cherche presque des marketeurs pour nous aider à marketer le projet. Et je pense que tout le sujet est vraiment là-dedans. C'est une histoire d'entraide, le Web3. Et j'aimerais aussi votre avis sur ce sujet en rajoutant aussi que d'un côté, on cherche à avoir ces gens-là, mais on cherche également à éviter d'autres personnes qui sont les purs spéculateurs. Parce qu'il y en a beaucoup dans le Web3 qui sont venus un peu dans ce monde-là pour le profit, pour un profit rapide, sans vraiment s'intéresser au projet, mais plutôt en cherchant ce qu'on appelle la hype.
Et parce que les projets qui ont la hype, on sait qu'on va beaucoup en parler. Donc, si je l'achète assez tôt, je vais pouvoir le revendre très vite. Donc, en tant que créateur de projet, c'est vrai qu'on a tendance à chercher des gens qui vont être les bons porte-parole du projet et qui vont en fait pas les revendre. Quand bien même il y a une notion de second marché dans le Web3, on cherche des gens qui finalement vont pas trop vite se précipiter vers ce second marché pour aller vendre nos tokens, nos NFT, etc. Donc, je voulais un petit peu aussi avoir vos avis aux uns et aux autres. Mehdi, je te laisse démarrer. Je vais faire une courte, parce que c'est une très belle transition par rapport à ce qu'on va faire. En fait, c'est un poker menteur, quelque part, entre le porteur de projet et l'investisseur. L'investisseur, il a besoin de dire « Waouh, ton projet, il est bon, mais tu n'es pas tout seul ». Et l'autre, il en dit « Attention, je ne suis pas tout seul, parce qu'il y a plein de gens derrière moi ». Donc, en fait, c'est cela. Parce que l'investisseur, il est tourné, et je comprends la position, il est tourné vers l'exploitation. C'est-à-dire, OK, tu vas développer ton projet par des moyens internes, financiers, et si je viens avec toi, il y a au moins quelque chose qui permet que cette machine va tourner, va fonctionner, et que finalement, on va vendre, on aura des clients. Et donc, le porteur de projet, il devrait rassurer que son projet plaît, que son projet il a une communauté, que son projet, il a au moins, d'ailleurs, je tiens à souligner que lorsqu'on va solliciter un investisseur, on est beaucoup plus crédible d'avoir des petites ventes, même petites, en disant j'ai fait quelques factures, j'ai des contrats. Et l'investisseur dit ah bon, c'est bien, il y a une équipe commerciale, c'est rodé, c'est bien, moi je vais donner l'accélérateur. Et donc, l'entrepreneur, il a besoin pas de bluffer s'il n'est vraiment pas forcément habitué aux méthodes de gestion traditionnelles. S'il est habitué aux méthodes de gestion d'entreprise, il a envie de lancer le business plan, de pouvoir enrouler son projet et pouvoir aller à la recherche justement des clients. Donc là, il a besoin de dire, j'ai une communauté, je vais l'entretenir, j'ai besoin d'avoir une visibilité et je suis quand même crédible dans mon action. J'aurais des choses à dire après, mais je vous laisse. J'aimerais intervenir juste parce que je vais reprendre Olivier si tu permets. Ce que disaient Nicole et Olivier était extrêmement intéressant pour moi. On est passé d'un comme le disait Olivier, de clients qui sont très très impliqués, et on va même jusqu'à la co-conception du futur produit ou service qui va être commercialisé, qui va créer de la valeur, etc., parmi la communauté. Et ça, c'est extrêmement intéressant. C'est l'implication aujourd'hui dans le process de définition, de conception le plus tôt possible des acteurs qui vont le financer finalement, puisque lorsqu'on achète un token, on fait quoi? C'est comme Kickstarter en réalité. Les règles aux États-Unis permettent de prévendre un produit. Mais Kickstarter, c'est exemplaire par rapport à des modèles de Web3. Kickstarter, on vous dit, voilà, il y a un produit, il sort dans 2 ans, précommandé pour financer sa fabrication. C'est un peu la même chose que lorsqu'on achète un token d'un projet en ICO, on achète un token, et en fait, on participe à financer la création du produit que l'on aura ou du service qu'on va pouvoir utiliser plus tard. Et on vient le financer dès le début, en achetant un token, une partie de la société, du projet. Et ça, c'est extrêmement ça, pour moi, c'est là un petit peu la pierre angulaire et l'axe sur lequel il faut continuer de travailler et de développer. Et c'est la différence entre le Web 2 et le Web 3 aujourd'hui. Donc, plus tellement un client comme quelqu'un à qui on va prendre toute la valeur, on va venir pomper toute la valeur du projet, mais plus aujourd'hui des acteurs de la communauté qui participent non seulement à la conception dès le début du produit-service, et qui participe ensuite à la gouvernance carrément de l'organisation qui doit amener, avec les fondateurs et l'équipe première, qui doit amener de la valeur dans le projet et à long terme si possible. Oui, je voulais rajouter un point suite à la question de Mehdi. Je pense, pour répondre plus précisément, que l'exploitation du Web 2 comme outil d'acquisition sera toujours indispensable. La première partie, c'est-à-dire capter de l'audience, se faire connaître, se rendre visible, on est toujours sur les mêmes canaux et ça, je pense que ça va perdurer. La plus-value du Web3 n'est pas sur cet aspect-là. La plus-value du Web3, c'est le fait qu'une fois que cette audience est captée, on va garantir un haut niveau de rétention
parce qu'on rentre dans un nouveau paradigme où effectivement donc le client devient co-auteur, co-créateur, mais aussi parce qu'il y a une dimension de gratification, de partage de la valeur qui est beaucoup plus forte qu'avant, avec un protocole qui permet de normaliser cet état de fait, et la valeur partagée est convertible sur les marchés financiers, ce qui est quand même assez extraordinaire. Donc, je pense que c'est une opportunité formidable pour les marques de pouvoir s'émanciper du GAFA. Actuellement, quand vous créez une page Facebook et que vous vous appelez LVMH, que vous amenez toute votre clientèle, toute votre audience sur les serveurs de Facebook, en fait, vous dévalorisez votre capital client. Grâce au Web3, on va pouvoir ressortir de ces serveurs, de cet environnement sur lequel il y a un monopole. On va pouvoir récupérer son audience et la recapitaliser dans le Web3, donc un espace où là, la marque est propriétaire de ses clients et de cette valeur-là pour ensuite travailler la rétention et la fidélisation. On a une transition, pour compléter ce que tu dis, Olivier, ce qui est extrêmement intéressant. Moi, je trouve que ton intervention là est extrêmement pertinente. On est passé pour moi de CMC qui dans le Web 2, mais qui est toujours utile aujourd'hui pour capter cette première audience, et ensuite il faut l'animer. Donc on est passé du CMC comme il faut communiquer, M comme marketer et ensuite commercialiser. On est passé à créativité, M comme marque et C comme communauté. Donc on engage ce qui était avant nommé, encore une fois, sans faire de distinction avec un mur, hein, parce qu'il y a toujours une transition, une continuité, un mélange. Voilà, tout ça, c'est un joli mélange. De ce fameux client à un co-créateur ou un co-associé. Et là c'est très vrai ce que tu dis. Les marques peuvent récupérer toute la valeur de leur communauté, de leurs clients, parce qu'il y a un partage de la valeur. Et une grosse différence entre un client, on vient lui pomper toute la valeur lorsqu'il achète un objet, un service de manière traditionnelle, alors que dans le Web3, l'organisation autonome décentralisée, les protocoles, l'automatisation des systèmes de vote, d'échange de valeur, fait que on vient créer de la valeur en créant de la valeur avec sa communauté et les acteurs qui s'emparent du projet. Et les marques peuvent récupérer toute la valeur de tous les efforts qu'elles ont engagés, tous les investissements qu'elles ont engagés auparavant, et effectivement se défaire de la centralisation et des GAFA qui sont des portes obligées aujourd'hui. Donc, capter une audience, on utilise les systèmes de communication de marketing assez traditionnels, mais une fois qu'on a cette audience, il faut vraiment garder de l'engagement. Et c'est la difficulté aujourd'hui. Pour moi, ce qui est le plus complexe dans des projets Web3, pour qu'ils durent et qu'ils se lancent, c'est de garder toujours de l'engagement, de la participation, que la communauté intervienne en tant qu'acteur pour créer toujours de la valeur dans le long terme. Donc, il faut proposer des features, il faut proposer des choses, il faut faire évoluer le produit. Et ça, c'est un travail important et fondamental. Je voudrais juste... Oui. Est-ce que Nicole, tu veux peut-être... Pardon, pour laisser un peu du temps à chacun. C'est gentil. Je voulais rebondir en fait ce que tu disais par rapport aux spéculateurs. Moi, j'ai un avis un peu différent dans le sens où les spéculateurs, pour moi, ils ont une place. Ils ont une place, c'est comme dans les marchés financiers, les spéculateurs, ils ont une place, ils apportent de la liquidité. Et on le voit par exemple dans la campagne de Starbucks, dans leur programme de loyauté. Donc, c'est des grandes marques qui arrivent à incorporer des concepts de technologie Web3 dans leur communauté existante et qui, pour eux, la valeur ajoutée de faire ça, d'investir dans ces technologies, c'est d'apporter de pouvoir communiquer sur leur marque, communiquer sur leurs valeurs. Mais les gens onboardent sur ces programmes de loyauté parce qu'il y a une rémunération et qu'après, en plus, maintenant, ils peuvent vendre leurs tokens sur le marché secondaire. Donc, je rebondis un peu sur ce que le commentaire de Christophe dans le chat. Pour avoir cette adoption massive, la nature humaine, il faut qu'elle bénéficie. Il y a le côté utopique du Web3 où les gens veulent être acteurs, ils veulent contrôler leurs données, mais la plupart des gens ne le veulent pas. On n'a pas envie forcément de s'impliquer dans ces schémas, mais veulent profiter d'une manière, que ce soit pécuniaire ou à travers un token, pour pouvoir avoir des cafés gratuits ou autre chose.
Donc, je pense qu'il faut accepter ce persona de l'audience et de dire il y a des spéculateurs. C'est eux qui vont faire tourner un peu monter la mayonnaise. Mais c'est vrai que les true followers, les followers vraiment qui vont porter le projet, il n'y en aura pas beaucoup. Il n'y a pas besoin d'en avoir beaucoup non plus. Mais pour avoir cette adoption massive, les gens, il faut les toucher là où ça compte aussi. Et c'est des rewards. Et tu as raison, tu as bien raison. La tokenisation, tu connais très bien. Sinon, les gens, ils n'ont pas d'incentive. Moi, j'ai une petite contribution. En tout cas, merci beaucoup. Je vais donner quelques exemples, ou plutôt un exemple qui m'a touché parce que j'ai accompagné le projet comme advisor. Une entreprise qui voulait absolument faciliter l'adoption, ou plutôt améliorer l'adoption du milieu Epic. C'est le projet Oracle. Donc, ils ont suivi, c'est un projet Web3, dans le sens où il y avait des NFT. Et le porteur de projet était solide, ils avaient une équipe, bien entendu, comme la plupart des projets Web3, c'est des projets portés par des personnes qui n'ont pas des capacités financières énormes, donc il y avait des petits budgets, mais ils ont fait un Discord, ils ont fait un site internet, une communication bien habile sur le LinkedIn, et là la communauté commence à prendre, ils ont fait signer un contrat, ce qui est vraiment exceptionnel pour un projet Web3, ils ont animé qu'on appelle la communauté, ils sont partis voir les propriétaires de chevaux, ils ont créé des partenariats, ils ont communiqué sur le fait qu'ils ont réussi ces partenariats, c'est du sans faute. Et là, la mayonnaise commence à prendre, le projet commence à... Sauf que Godzilla du Epic, c'est les PMU. PMU, elle a dit, attends, qu'est-ce qui se passe là? Et là, il a déployé une force financière, on est enregistré, mais je l'assume, parce que c'est ce qui s'est passé. Il a mis sur la table quelques millions d'euros, avec une campagne beaucoup plus forte, avec des moyens beaucoup plus forts. Et là, le petit projet qui s'appuie sur une politique marketing, d'adoption, mais vraiment bien ciblé, bien propre, et tout ce qu'on veut, eh ben, le projet est agonisé jusqu'à ce que la PMU est en train de voir avec les porteurs de projets est-ce qu'ils peuvent les recruter en interne. Donc, quelque part, ce que j'ai noté vis-à-vis de la trame de cher ami Nicolas, Benjamin, pardon, c'est avant et après. Lorsqu'on communique bien, il faut vraiment se faire à l'attention qu'on n'est pas seul, qu'il y a d'autres acteurs qui ont beaucoup plus de moyens que nous, qui peuvent déployer, qui peuvent rattraper le retard accumulé, qui peuvent suivre justement, parce que plus on communique, plus on montre ce qu'on fait, qui peuvent suivre et qui peuvent réagir. Et c'est là aussi le Far West du Web3. Même lorsqu'on a... Pas ça, c'est même dans le monde des startups, c'est un peu ça, c'est de lancer et potentiellement être pris pour arriver à scaler. Voilà, c'est ça. Donc, quelque part, il faut suivre. Mais en même temps, il faut aussi se dire, une fois qu'on communique, on dévoile notre stratégie, on n'est pas à l'abri de la concurrence. C'est pour ça que je dis dans le pitch deck, il faut faire la concurrence directe, indirecte, actuelle et future. Il y en a 4 concurrents et la plupart des pitch decks que je vois qui tombent sur mon bureau, il y a uniquement direct. Il n'y a même pas la concurrence indirecte, il n'y a même pas adopté par le marketing justement, et il n'y a même pas la concurrence future. On a l'impression qu'on a trouvé la bonne idée dans le Web3, qu'on a respecté le cahier de charge, qu'on a des advisors, qu'on a une communauté, et ça suffit. Ben non, ça suffit pas. Il faut absolument être un peu plus regardant, un peu plus discret, j'allais dire. Et ça, j'aurais bien aimé, surtout dans l'expérience du jeu tout à l'heure, lorsque j'ai donné la main temporairement, lorsque Benjamin n'était pas là, à Olivier surtout la thématique du gaming, parce que c'est vraiment un cas d'usage assez percutant là-dessus. Oui, excusez-moi, je prends la parole juste parce que tu parles de gaming. Le gaming, c'est très intéressant parce qu'on a vraiment une communauté anti-blockchain, anti-NFT. Le gaming, c'est un marché de 224 milliards de dollars. Et tous ces gens-là considèrent les jeux play to earn comme étant du gambling, l'évolution du jeu de poker. Enfin, c'est pas du jeu en fait. Donc, arriver à faire des jeux vidéo blockchain pour arriver à convaincre cette communauté de gamers, c'est extrêmement compliqué, extrêmement difficile. Et du coup, je pense que c'est un marché qui va nous permettre vraiment d'accélérer l'adoption parce qu'on va être obligé d'être très radical et d'arriver à s'adresser à une communauté très sceptique. Si on arrive à les convertir, ça veut dire qu'on aura les clés pour le mass market. Et actuellement, dans ce qu'on constate, c'est première étape, c'est la simplification. Effectivement, on ne parle plus de clés privées, clés publiques. En fait, il faut absolument rendre invisible la blockchain auprès de cette communauté pour que ça puisse commencer à les intéresser. Et ensuite, au niveau de la gestion de la valeur,
il faut arriver à sécuriser, à les rassurer sur ce que eux considèrent être une valeur en fait. Parce que la valeur financière n'est pas forcément la valeur de tout le monde. Pour un gamer, c'est pas la valeur financière ce qui est important. C'est sa valeur de connaissance, sa valeur d'expérience, sa valeur de réussite. Et éventuellement, dans un deuxième temps, son patrimoine en assets, en données du jeu. Voilà. Donc, si on lui dit, on va sécuriser ce capital, et ensuite, tu vas vraiment être propriétaire de ce capital. Ce n'est pas l'éditeur qui va être propriétaire de tes maisons, de tes personnages, de tout ce que tu crées dans le jeu. C'est toi qui vas être le propriétaire. On aborde la relation avec des notions qui ne sont pas des notions financières. C'est des notions de propriété, des notions de sécurité. Voilà. Donc, si on combine propriété, sécurité, simplification de l'expérience utilisateur, sans parler de NFT, sans parler de blockchain, on arrive petit à petit à les convaincre. Les actifs que l'on crée, c'est encore une fois intéressant ce que tu dis, Olivier. Les actifs que l'on crée en tant qu'acteur d'un environnement, que ça soit un gamer, un jeu ou autre, dans un projet communautaire, entre guillemets, c'est bien ça aussi qui est intéressant, c'est que la personne devient acteur et impliquée parce qu'elle récupère aussi la gestion des actifs qu'elle crée dans un métaverse ou dans un environnement Web3. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Et du coup, le fait de pouvoir transférer, on est dans un jeu, on acquiert une arme, une nouvelle arme, et il y a pas mal de jeux qui commencent à être interopérables, et ça veut dire qu'on a cet actif, on a cette arme, et on peut la réutiliser dans un autre jeu. Et ça, c'est extrêmement intéressant, effectivement, que les clients, avant clients plutôt passifs, encore une fois, c'est pour dire le côté passif d'un client, et le côté actif de l'acteur aujourd'hui qui vient récupérer tous les actifs qu'il crée dans l'environnement, et il s'en sert, et il en a la propriété, il en a la gestion. Oui. Merci Loïc. Pardon Olivier, on va juste essayer d'avancer un petit peu parce qu'on est déjà ensemble depuis près de 45 minutes. C'est vrai qu'on a le thème d'aujourd'hui, c'était marketing et communauté. J'aimerais bien qu'on s'oriente un peu plus vers le deuxième sujet parce que c'est vrai que le but des actions marketing qu'on fait, c'est de créer cette communauté. Mais après, la question, c'est aussi comment on l'anime. Donc, il y a d'un côté plusieurs questions qui vont être posées ici, mais la première, et rapidement, si vous voulez intervenir, c'est quelle est la différence entre ce qu'on fait avant un lancement et après un lancement? Comment est-ce qu'on communique avec ces personnes qu'on a réussi à recruter, entre guillemets, pour entretenir le fun, entretenir l'envie de supporter ce projet? Comment est-ce qu'il faut se comporter vis-à-vis de la communauté? Je peux commencer si tu veux bien, Benjamin, et je laisse la parole aux professionnels qui nous entourent. Avant le lancement, j'allais dire, on n'est pas très regardant. En tout cas, la plupart des entreprises ne sont pas très regardants dans la qualité, dans la fiabilité de la communauté. Ils sont juste pour voir le maximum. Il faut absolument qu'on soit nombreux. Il faut vraiment avoir à déployer face à la concurrence ou face aux nouveaux investisseurs qu'on n'est pas seul. Mais bien entendu, on sait très bien que cette communauté, elle est volatile, elle n'est pas toujours là, qu'il faut absolument l'intéresser par des rendez-vous sur Discord, ou par des amas, ou par tout simplement des events qu'on peut faire, comme l'exemple que j'ai cité tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il faisait? Il disait, on va vous faire gagner des places à rencontrer des chevaux avec des propriétaires. Et donc la communauté commence à envoyer le buzz en disant, on a gagné En fait, on n'est pas encore dans le jeu, hein. On est juste avant le jeu, on est en train de choyer cette communauté. Mais après le lancement, là, les choses sérieuses commencent et que finalement, il faut être très attentif aux exigences de la communauté, c'est-à-dire il faut déployer plus, il faut absolument les tenir en haleine afin qu'ils puissent être toujours là, il faut multiplier les astuces et les publications marketing afin de garder le contact. Et là, j'allais dire, le marketing, vraiment dans sa splendeur, s'exprime. Si on est bon dans la com, trop de com, tue la com, il faut absolument savoir doser, savoir innover, afin de pouvoir garantir une communauté fiable qui nous suit. Ce n'est pas du tout le même critère au début. Le rôle des advisors, des ambassadeurs devient percutant. S'il y a des salons, etc., il faut vraiment inviter la communauté à nous rejoindre. Donc, il y a pas mal de choses qu'il faut voir, cibler la roadmap, expliquer à la communauté qu'il y a tel événement qui va se passer tel jour, que le roadmap a été respecté, que tel jeu, tel NFT, si on est entre parenthèses dans la problématique NFT, parce que le Web3, ce n'est pas que l'NFT. En tout cas, moi, j'aime bien certains projets NFT sérieux. Donc, il faut vraiment informer et être
vraiment là, suivre cette communauté comme le lait sur le feu, parce qu'elle est très volatile. Rien de pire dans un projet lorsqu'une communauté passe de 5000 à 1000, parce que tout simplement, on n'a pas été efficace dans le suivi. Voilà, je laisse la parole à mes collègues pour ça. C'est vrai que le partage d'informations est très important concernant nos productions. On partage le planning à la communauté. La communauté, c'est semaine par semaine, qu'est-ce qui a été implémenté, quel est le nouveau personnage créé. Donc, c'est comme si on avait la communauté dans nos bureaux, en fait. Et il y a un certain nombre d'informations qu'on n'avait pas l'habitude de publier avant, qui deviennent publiques. Et puis après, il y a une notion aussi qui est assez... qui commence à être très utilisée, c'est la notion de quête. C'est-à-dire qu'on leur fait faire un certain nombre de recherches, on les fait passer de Twitter à Instagram, à Discord, voire même à certains de nos produits, voire même dans le monde réel. Et on arrive à les traquer, à les suivre pour qu'on puisse valider certaines quêtes qui sont faites sur différents canaux, où on leur demande de mettre des commentaires, de liker, d'aller faire un certain nombre d'actions. Et à partir du moment où on a la preuve que ces actions sont réalisées, on les gratifie. Et dans le domaine du gaming, on ne les gratifie pas en argent, on les gratifie en pouvoir de gouvernance. Voilà. Donc ça, je trouve que par rapport à ce que je faisais dans les années 2010, maintenant, le marketing 2020-2030, c'est plus la découverte de nouveaux canaux, c'est maintenant, finalement, le métavers, il existe déjà. Le métavers, c'est Twitter, Instagram, Facebook et des pseudos qui se baladent et qu'on essaie de suivre pour ensuite les gratifier, quoi. Voilà, c'est un peu ça qui est nouveau pour moi. Ouais, alors du coup, je vais en profiter parce que c'est vrai qu'on parle pas mal des outils. On a Sandrine Cogneux qui fait partie de nos auditeurs aujourd'hui, qui pose la question du nouvel outil initié par Facebook qui s'appelle Threads, qui se veut un peu être un nouveau Twitter. Est-ce que vous en avez fait l'expérience les uns ou les autres? Et qu'est-ce que vous pensez de ce nouvel outil qui a déjà en quelques semaines atteint plus de 10 millions de nouveaux utilisateurs et qui fait une croissance, qui a une croissance aussi presque aussi grosse que ChatGPT. Qu'en pensez-vous? Alors moi, je suis pas dessus encore, je dois t'avouer. J'avais lu un petit caveat dans l'inscription qui disait que si tu délitais ton Threads, tu délitais ton Instagram. Pas mal. Donc, il y a le côté hype, hein, il y a le côté où les gens veulent pas rater les gens qui ont raté TikTok se disent bon bah on va pas rater Threads, quoi. Et je pense qu'il y a eu un côté très opportuniste de la part de Meta de voir que Twitter qui vit depuis tellement longtemps et qui revit depuis le Web3, moi je trouve que c'était une communauté qui était très basée sur les journalistes, l'information, mais que les acteurs du Web3 se sont impliqués dans cette communauté-là et cet outil-là. À voir si eux vont basculer sur Threads, dans le sens où ça va un peu à l'encontre de l'idéologie du Web3, d'être sur Meta. C'est ça. Ah, mais c'est vrai, c'est vrai. Moi, en complément de ce que Nicole vient de dire, justement, j'adhère et j'appuie. On est entre deux feux, entre une entreprise auquel on a adhéré avec Twitter, mais l'arrivée d'Elon Musk avec, bien entendu, ses avantages et ses inconvénients de maîtriser, mais vraiment, et de minoter, j'allais dire, la liberté malgré ses informations. Attention, Elon Musk est un excellent communicant. D'ailleurs, j'ai assisté à sa conférence lorsqu'il est venu à Vivatech. J'avais le badge. Je pense que le meilleur badge pour Vivatech, c'est le badge média. Donc, il y a une personne qui m'a donné ce badge. Donc, j'ai pu me faufiler. Il parle très bien l'anglais facile parce qu'il sait que les auditeurs, ce n'est pas des anglophones. Il sait ce qu'il dit, c'est minuté à la minute près. Je vais faire la parenthèse. Donc lui, sur Twitter, il sait très bien qu'il y a une image négative, c'est de contrôler les véritables propriétaires, les faux, mais en même temps avec le revers. Maintenant, on revient sur le concurrent, Facebook. Lorsqu'on goûte à la promesse du Web3, la décentralisation, je suis tout à fait d'accord avec Nicole, on n'a pas de concurrent. J'aurais bien aimé qu'avoir un troisième décentralisé, etc. On n'a pas. Donc, on est en train d'observer. Bien entendu, ceux qui ont l'expérience d'Instagram, le passage, il est simple. Mais moi, j'ai envie de prendre distance avec les réseaux sociaux. Déjà, avec LinkedIn, ça nous pompe du temps.
Si en plus je suis sur Instagram, sur Twitter, ou sur Thread, ça devient très compliqué à gérer. C'est ça le divorce avec les médias. Il faut absolument travailler, dire un peu ce qu'on fait ou dire plus ou moins ce qu'on doit faire sur les réseaux sociaux, mais vraiment on tombe dans un piège d'être collé, d'être prisonnier de cela. Mais en tout cas, moi, je n'ai pas encore fait le passage de passer à Thread, pas encore. Ah, mais c'est vrai qu'on le disait il y a 2 semaines aussi, quand on a eu notre panel sur les business models du Web3. Le Web3 est un peu venu corriger certaines erreurs du Web2. Et c'est vrai que quand on voit des acteurs comme Facebook qui ont un peu, enfin, ou Meta qui ont inventé le Web2, qui font tout pour rester, c'est un peu frustrant. Comme tu le dis, on aimerait bien qu'il y ait des acteurs purement décentralisés, qu'il y ait de nouveaux outils et pas simplement des redesigns d'outils Web2 qui viennent aborder le Web3 et être la meilleure parce que la seule alternative. Donc effectivement, je sais pas ce que vous en pensez, mais est-ce qu'il y a des outils idéaux pour la communication dans le Web3 aujourd'hui? On parle beaucoup de Discord, qui est vraiment celui qui s'est révélé, qui est un outil justement initialement créé pour le gaming. Qu'en pensez-vous de ces outils? Moi, j'ai envie de dire juste une chose avant, juste une petite chose, excuse-moi, parce que ça me grattait. Je pense qu'il y a un problème d'échelle, parce que si tu as l'échelle grand, l'adoption de Web3, décentralisation, c'est une question d'échelle. C'est comme pour les sites de rencontres. Les personnes ne rentrent pas s'il n'y a pas 10 femmes ou plus. Donc, plus tu as plus d'utilisateurs, plus ça donne envie d'être dans la communauté. Tu ne vas pas choisir la décentralisation s'il n'y en a que 1000. Tu as envie qu'il y a beaucoup plus d'auditoire. Voilà ce que j'ai envie de dire. Excuse-moi, Aïk. Non. Ouais. J'aimerais donner un exemple pour le coaching parce qu'il existe déjà des très bons tools qu'on utilise dans le coaching dans le Web3. Et c'est par exemple Kajabi. C'est une plateforme et on peut lancer les produits online, les ateliers online, le coaching online. Et aussi, il donne le podcast et une plateforme aussi pour la communauté. Parce que comme ça, on est vraiment déjà aujourd'hui indépendante si on n'a plus les gens de la communauté sur Facebook ou sur Instagram ou TikTok, mais à travers aussi le newsletter et le produit digital, on laisse les rentrer dans notre communauté sur les plateformes. Et comme ça, on est déjà indépendant. Et on utilise aussi beaucoup Telegram. Mais le problème, c'était toujours que c'était très centralisé et on a voulu avoir le pouvoir déjà. Et cette plateforme, ça donnait beaucoup de possibilités. Ça s'appelle Kajabi. Ce que je voulais rajouter, c'est que techniquement, on a, par exemple, dans les réseaux sociaux, on a pour les geeks, pour les passionnés, pour ceux qui arrivent à percevoir en fait qu'il y a derrière une infrastructure décentralisée, sans censure, etc. Vous avez iris.to, qui est un Twitter en fait entièrement décentralisé et qui stoppe tous les problèmes potentiels qu'on connaît sur les réseaux sociaux. Le problème, c'est que ça intéresse les geeks, ça intéresse les passionnés. C'est pour le mass market, il n'y a pas de plus-value en fait. Quand on va sur Iris, on voit Twitter en fait. Donc c'est pas la bonne. On peut pas compter sur le Web3, la blockchain, sur des arguments techniques pour convaincre le mass market. Je pense que il va falloir non pas avoir une vision où on remplace le Web2 par le Web3. Il va falloir qu'on réfléchisse en couches. On a le Web 2, c'est les routes, c'est les autoroutes, c'est une infrastructure qui est là, qui a été structurée, qui s'est sédimentée pendant 30 ans. Il faut qu'on fasse avec. Et je pense que donc tout le transit d'informations et de trafic doit rester sur cette couche-là. Nous, ce qu'on rajoute avec le Web 3, c'est la gestion de la valeur. Et je ne pense pas que le Web 3 doit toucher à l'infrastructure, doit toucher aux routes et aux autoroutes. Le Web 3 va toucher à la nature des données qui transitent sur ces autoroutes. On passe d'une donnée qui est de l'information à une donnée qui est de l'information plus de la propriété, plus de la valeur. Donc, on passe d'une information à une marchandise. Et donc, c'est comme ça, à mon avis, qu'il faut utiliser le Web 3, c'est-à-dire utiliser tout ce que GAFA nous propose en canaux de communication. Par contre, les données échangées seront capables de se vendre toutes seules, de changer de propriétaire toutes seules, de devenir autonomes, sans place de marché. Voilà. Et je pense que, donc, par exemple,
Olivier, on est en train de te perdre. Ah voilà, c'est bon. Ouais. Je pense qu'il faut distinguer les produits physiques des services. Pour les produits physiques, la manière dont on peut utiliser le Web3 et la manière dont on peut considérer que le Web3 est un nouveau canal marketing, c'est de considérer que l'objet physique existe dans le Web2 à travers Amazon, à travers une boutique, à travers la communication traditionnelle. Par contre, si on intègre dans l'objet physique un NFT qui est son jumeau numérique, il va pouvoir exister sur le marché très spécifique du Web3. On pourra le voir sur OpenSea, on pourra le voir sur toutes les places de marché spécifiques Web3 et du coup, on ouvre un petit peu sa visibilité. Voilà, donc c'est aussi une chose que je voulais dire, c'est que le Web3 peut être vu aussi comme un nouveau canal de visibilité pour des objets physiques du quotidien. Ouais, merci. Mais écoutez, donc on est censé terminer en 5 minutes, mais je pense qu'on va se laisser une petite dizaine de minutes supplémentaires pour ceux qui peuvent rester avec nous. On va terminer sur l'aspect vraiment purement communauté. Alors, il y a un de nos vice-présidents qui est également l'animateur du NFT Morning qui s'appelle Rémi Peretz, qui avait dit quelque chose que je trouve super intéressant il y a un peu plus d'un mois lorsqu'on avait fait un événement pour le Festival de Cannes. Il disait qu'avec cette notion de communauté, est-ce qu'on n'a pas inventé un peu un espèce de Frankenstein qui, d'un côté, veut plein de choses, mais qui est dans une constante contradiction. Ils veulent que vous essayiez des choses nouvelles, mais quand vous essayez des choses nouvelles, on vous dit bah, pourquoi tu reviens pas sur les méthodes d'avant qui ont bien marché. Ils veulent qu'on leur partage plus d'informations, mais quand on le fait, on nous demande de garder aussi un peu le mystère, parce que si on en dit trop de roadmap, etc., on cultive plus les attentes. Quand on a des utilités, on demande de l'art. Quand on offre de l'art, on demande des utilités. Et finalement, il y a toujours, plus on a une grosse communauté, finalement, plus on va aussi avoir trop d'attentes à gérer. D'où cette idée un peu du Frankenstein qui est tout le temps dans la contradiction, etc. Mais est-ce que c'est pas un monstre qu'on crée, qu'on n'est pas capable forcément de maîtriser? Et du coup, bah voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Et pour vous, c'est quoi la communauté idéale et comment on l'anime? Moi, je vais juste rebondir juste dans le sens où, en fait, la question du Frankenstein, je trouve elle repose un peu sur l'idée d'hypercroissance qui est très Facebook, qui est très Threads, augmenter, arriver à la scalabilité. Et moi, ce que je ressens par rapport au Web3, même si d'un point de vue commercial, c'est important, hein, il faut arriver à son point d'équilibre et à générer une sorte de rentabilité, de profitabilité. Mais c'est plus de se reposer sur l'idée des 1000 fans véritables, 1002 fans, dans le sens où est-ce qu'on est obligé d'aller aussi gros? Est-ce qu'on est obligé de vraiment calquer un peu ce que le Web 2 est en train de faire? Moi, je pense que non, je pense qu'on va se reposer sur différentes petites communautés. Et après, si on arrive, la masse, elle se fera si on arrive à trouver quelque chose qui va rejoindre ces communautés, que ce soit dans un environnement collaboratif où les gens puissent se retrouver dans une vision. Mais j'espère pas en fait. Tout bêtement, j'espère pas qu'on soit obligé de faire un Frankenstein et qu'on soit obligé d'arriver à une masse à 100 millions de followers ou d'abonnés en une semaine. Je pense que voilà, ça c'est mon utopie. Et du coup, j'en profite, Nicole, pour rebondir aussi sur ta question, Benjamin. Quelle est la meilleure communauté, ou en tout cas les membres de ta communauté ou de la communauté du projet? Pour moi, c'est un peu ce que disait Nicole. Il vaut mieux avoir 1000 sur Instagram, 1000 followers actifs, encore une fois, qui suivent au moins, qui suivent et qui vont régulièrement sur le profil Instagram pour rester Web 2. C'est la qualité, finalement, plus la quantité des acteurs de la communauté qui fait la valeur. Effectivement, ce sont des gens impliqués. Donc, après, impliqués, tu le disais tout à l'heure, Nicole, il y a des personnes qui ne demandent rien. Ils ont envie que ça soit facile, ils veulent recevoir des rewards un petit peu par opportunité ou parce qu'ils ont des millions de choses à faire par ailleurs. Et en effet, ils ne peuvent pas non plus aller dans forcément des projets Web3 ou beaucoup de projets Web3. Ça demande du temps aussi. Hein. Voilà.
Donc, pour moi, c'est sur le côté. Ouais. En effet, du coup, ça vient aussi en parallèle à ce que tu disais, Benjamin, c'est un monstre, créer un monstre. En réalité, on crée un monstre quand on ne maîtrise pas sa croissance ou son hypercroissance et qu'on passe à et en fait, quand on voit sa communauté comme des followers, et c'est bien dans le mot, ces followers, c'est des suiveurs, c'est pas des acteurs. Et si on a une hypercroissance de sa communauté, on fait de la hype, et finalement, forcément, quand on arrive de 0 à 100 très très vite, pour gérer et rester à 100 avec animer la communauté, bah, c'est très très compliqué. Donc, du qualitatif plus que du quantitatif, et ce qui dans le Web 2 était plutôt un modèle intéressant. On venait avec des business models publicitaires où on faisait du gratuit, du faux gratuit, et on revend de la donnée, de la data de ses followers, de ses suiveurs. Donc en fait, il en faut énormément. Il faut créer de la hype, des gros investissements en communication pour avoir de la valeur. Aujourd'hui, il vaut mieux miser sur une plus petite communauté, mais encore une fois, très active, très impliquée et qui donnera toute la valeur au projet sur le long terme. Alors après, c'est des mécanismes d'animation de la communauté. Et là, on parle de community management plus que de marketing pour vraiment animer la communauté. Et c'est vrai, Loïc, je rajoute juste à ce que dit Loïc, c'est que bon, la communauté, c'est pas spécifique au Web3. Hein, c'est déjà dans le Web2, il y avait cette notion de communauté. Et je pense qu'il faut quand même être très, très prudent parce que le Web3 n'ajoute pas que des bénéfices à la gestion d'une communauté. Le Web3, ça rajoute des problématiques juridiques très fortes qu'on n'avait pas avec le Web2, puisque là, en fait, on a une communauté qui sont aussi, pour certains, des investisseurs. Donc, il y a une relation financière. Et ça, c'est très lourd, c'est très cher. C'est très coûteux pour une société de gérer une communauté Web3 sur ces aspects-là pour être bien protégé. Ensuite, ça demande peut-être plus de retour de la société puisqu'on a des investisseurs, on n'a pas uniquement des followers. Donc, il faut très, très vite garder la relation, la maintenir, les gratifier. Voilà, il faut que le produit doit sortir d'une manière ou d'une autre, doit exister relativement tôt, même si il sera finalisé dans 2-3 ans. Il faut tout de suite repenser la roadmap et arriver à donner quelque chose de manière assez régulière à cette communauté. Il y a des exigences supérieures quand même avec une communauté Web3. Donc, je dis attention, parce que ce n'est pas une communauté Kickstarter, c'est une communauté qui a un niveau d'engagement beaucoup plus fort. Alors, très honnêtement, j'adhère beaucoup avec cette notion de recherche de qualité plutôt que de quantité, mais aussi ce qu'on a pu lire à la fois dans les discussions et ce qu'on a pu se dire entre nous, c'est qu'il y a quand même un objectif qu'on a tous, acteurs du Web3, d'aller toucher le mass market, d'aller vers l'adoption de masse. Et finalement, est-ce que c'est pas contradictoire ou alors est-ce que c'est pas finalement ce qu'on n'est pas en train de dire que c'est pas notre rôle à nous qui lançons des nouveaux projets, des projets jeunes, de chercher cette adoption de masse. Mais pour reprendre un exemple qui a été pas mal cité dans la discussion, qui est celui de Starbucks par exemple, est-ce que c'est pas à ces gros acteurs de finalement adopter le Web3 et de le faire adopter par les masses, mais nous qui lançons des petits projets, nous, on doit vraiment chercher de la qualité et plutôt que de la quantité et attendre que ces grandes marques aillent chercher la quantité justement parce qu'on sait déjà qu'ils sont gages de qualité. Il y a une chose auquel on n'a pas abordé, je pense qu'elle est mineure, heureusement, c'est le cycle de ce qu'on vend. Si par exemple on fait un projet de vendre un cheval et un NFT qui va avec, c'est pas quelque chose qu'on va faire chaque mois, parce que les acheteurs de chevaux, la personne qui va acheter un cheval, il va peut-être acheter un chaque 2 ans, chaque 3 ans. Ce n'est pas la même chose lorsqu'on a un produit cyclique qui est redondant. Donc la gestion de la communauté dépend de ce genre de choses. Et j'avais envie de voir certaines entreprises qui sont présentes dans l'Web3 avec. Et je suis tout à fait d'accord avec Olivier parce que le mot gaming, il veut dire d'autres choses pour les vrais gamers, c'est-à-dire les AAA, les productions qui vont vouloir entre 200 millions. Moi, j'ai lu dernièrement un jeu qui va sortir bientôt, GTA 6, qui va valoir en coût de production 1 milliard, voire plus. Donc là, voilà, c'est carrément la démesure. Et lorsqu'on parle dans Web3 du gaming, ce n'est pas exactement la même chose. Et parfois, on est dans les on-chain, c'est-à-dire on a un jeu qui n'est pas du tout dans la blockchain, mais la connexion avec, c'est dans la blockchain. Je reviens à ce que je veux dire, c'est
comment on a un produit, est-ce qu'il est cyclique, quel est son cycle, afin de pouvoir tenir en haleine cette communauté. Et je suis tout à fait d'accord avec Nicole, il ne faut pas gérer une communauté de 100 millions de personnes si on veut fructifier notre projet. Il faut communiquer, bien entendu, régulièrement, afin de garder une communauté minimale et active. Je suis d'accord avec Luc ce qu'il a dit, parce qu'une fois qu'on a 150 personnes ou 100 personnes, c'est toute une ingéniosité de les tenir en haleine, de pouvoir les voir. Il y aura toujours une communauté, j'allais dire, des fans, et on a encore la communauté normale de madame et monsieur tout le monde. Voilà, il faut vraiment mettre le filtre. Qu'est-ce qu'on vend et c'est quoi la rotation, c'est quoi le cycle de produits. Et je pense qu'il y a une petite nuance là-dessus, et ce n'est pas du tout la même chose sur le fait de garder la communauté en éveil. Oui, j'aimerais aussi ajouter quelque chose pour le secteur de l'art. Moi, j'imagine, si moi, par exemple, j'ai une communauté en général qui est grand, et après, je peux créer aussi les subcommunautés, comme par exemple avec un espace de membres aussi, on peut mettre, je ne sais pas, comme, quand on a plusieurs titres d'être membre, et aussi de transférer ça avec un NFT, et pour la loyauté, il gagne des points. Ouais. Et comme ça, on ne s'attire plus, ou on reste comme une communauté quand on fait, par exemple, quand je fais un atelier avec eux. Et ça, c'est une communauté pour 6 mois, mais c'est une sous-communauté. Et eux, ils sont plutôt après liés à moi, et après, ils renforcent aussi la grande communauté parce qu'ils font plus la publicité, ou ils parlent de ce qu'ils ont vécu avec moi, mon expérience. Oui, tout à fait. Merci. C'est vrai que la blockchain, ça sera une formidable technologie qui va permettre aussi de rendre homogènes des univers qui sont actuellement cloisonnés. Alors pour l'instant, si on prend l'exemple du jeu, effectivement, on est au tout début, c'est-à-dire comme disait tout à l'heure Loïc, je crois, on va bientôt pouvoir réutiliser de l'expérience, de la valeur des objets d'un jeu à l'autre. Donc cette transversalité entre les produits qui sont des éditeurs différents, c'est quelque chose qui va être vraiment très engageant pour les gamers. Mais de manière générale, je pense que petit à petit, ça sera notre identité numérique, notre jumeau numérique qui devra être protégé dans ce cadre-là, de telle manière à ce qu'on reste propriétaire de nos données personnelles, de nos connaissances, de tout ce que les marques actuellement connaissent sur nous. Il faut que ça devienne, nous, le seul producteur propriétaire, et qu'on puisse ensuite décider qu'est-ce qu'on va donner, qu'est-ce qu'on va rendre accessible aux marques, moyennant finance. Voilà. Donc, par rapport à ce que disait Heike, je pense que sur chaque marché, il va y avoir des standards. Le profil d'un collectionneur d'art type, le profil d'un joueur de jeux RPG, le profil d'un passionné de mode. Mais ce profil-là restera propriété de l'individu. En tout cas, je pense que ça sera une vraie révolution. Vous disiez quelque chose de très intéressant quand on s'est parlé hier, Olivier. C'est le NFT, en fait, c'est pas un marché. Il n'y a pas un marché du NFT. Parce que le NFT, c'est un moyen. C'est un moyen de bouleverser ou pas le monde de l'art, le gaming, etc. Donc, il ne faut pas imaginer qu'il y a le marché des NFT, le grand marché. Non, c'est pas ça. C'est le marché de l'art, le marché du gaming, le marché, même d'autres marchés traditionnels qui vont utiliser la blockchain ou les NFT ou autres comme moyen. Mais effectivement, je trouve que ça, c'était un point super intéressant qui est aussi le souci qu'on vit le plus, en fait, parce qu'il y a un très gros amalgame quand tout le monde essaye de mettre tous les NFT dans le même paquet, mais ils n'ont pas du tout la même utilité, en fait. Non, mais je pense que, oui, effectivement, ça n'existe pas, le marché du titre de propriété, parce qu'un NFT, c'est un titre de propriété. Mais on est en train de vivre la même chose qu'Internet. Là, on est à peu près en 95 par rapport à Internet, c'est-à-dire qu'on est à la fin de l'explosion de la première bulle, où chacun est parti dans tous les sens, avec différentes stratégies de communication, différents modèles économiques. Voilà.
là, on est en train de… Moi, je suis très confiant, hein, je suis très optimiste. C'est extraordinaire ce qui va arriver. Là, on est en train de se reconsolider et on va repartir sur des bases beaucoup plus saines, beaucoup plus proches de l'économie traditionnelle, avec des modèles beaucoup plus traditionnels. Et on va proposer au mass market des nouveaux services, des nouveaux produits dans lesquels il y aura la notion de propriété, la notion de sécurité, la notion de protection. Mais on ne parlera pas de NFT, on ne parlera pas de blockchain. C'est une nouvelle génération de services. Et là, l'adoption va arriver si on arrive à simplifier l'expérience utilisateur de la blockchain. Et on n'a pas créé le web tout de suite. Hein. Vous savez, la différence entre le web et Internet. Internet, c'est l'infrastructure matérielle. Le web, c'est un protocole informatique qui est mis en œuvre dans des navigateurs et c'est arrivé plusieurs années après la création d'Internet. Ben là, c'est pareil. S'il n'y avait pas eu le web, le mass market n'aurait jamais utilisé Internet. C'est l'arrivée du navigateur qui a permis de simplifier la manière dont on trouve une information, dont on l'affiche et dont on la transfère. Ben dans la blockchain, c'est pareil. On n'est pas encore à ce protocole d'expérience utilisateur universelle qui fait qu'on n'a plus besoin de wallet, on n'a plus besoin de notions complexes pour utiliser la blockchain. Et ça, je pense que dans les 5 ans à venir, ça sera réglé. Merci Olivier. Alors, peut-être, je vais vous laisser un petit peu tous si vous souhaitez conclure et nous donner un petit mot de la fin. J'aurai également besoin de 3 minutes sur la fin pour faire quelques annonces relatives à Blockchain Innov. Donc, je vous laisse les uns les autres conclure cette discussion qui était vraiment hyper intéressante, mais aussi peut-être presque frustrante parce qu'on a toujours l'impression qu'on a envie d'en dire beaucoup plus et de passer la journée à évoquer le sujet. Voilà, on s'est donné 1 heure ou un peu plus, donc on va conclure. Mais en tout cas, merci à tous. Merci. Moi, je vous invite à vous inscrire sur Web3 Espresso. Il y a un article qui a été publié cette semaine sur le marketing Web3. Donc, ça tombe pile poil. Et voilà, hâte de vous voir en vrai, prochain événement. Merci, Nicole. Merci, Nicole. Oui. Merci. On a une très bonne, peut-être en guise de conclusion, mais c'est relativement spécifique. Ça ne va pas conclure sur l'ensemble de notre débat, mais Sandrine Cognot qui nous écrit dans la discussion qu'on peut, grâce à Discord, on peut gérer une communauté et le client n'est plus fidèle, je la cite. Hein. Le seul moyen de le retenir, c'est de le nourrir constamment de créativité. Donc tout à l'heure, moi, on remarque entre communication, marketing, commercial, transformé aujourd'hui on va vers de la créativité, marque, communauté. Et c'est ce que dit Sandrine, le client n'est plus fidèle. Le seul moyen de le retenir, c'est de le nourrir constamment de créativité, de nouveauté. Cela crée le nouveau ambassadeur, les plus actifs, les plus curieux, les early adopters, et derrière, et qui actionneront la deuxième tranche de futurs utilisateurs. Je trouve ça très pertinent. Voilà. Ce serait ma conclusion. Copier sur Sandrine. Merci à toi, Sandrine. Merci, Sandrine. Bah, écoute, moi, je voulais remercier Benjamin de son invitation et je voulais remercier tous les speakers qui sont là présents et qui sont très, très pertinents. J'étais ravi d'être là. Je voulais juste dire qu'on vit une époque formidable parce que après avoir vu l'arrivée d'Internet et finalement l'absorption des médias traditionnels, télé, littérature, enfin écrit, audiovisuel, et ensuite l'absorption du commerce avec l'arrivée d'Amazon, etc. On est en train de vivre l'absorption du système bancaire qui va devenir en fait un ensemble de services financiers qui vont utiliser nos smartphones, le web, etc. Donc on est vraiment à la phase ultime du web. Puisque je pense que c'est la fin des protocoles bancaires traditionnels et c'est le protocole web qui va devenir, combiné à la blockchain, le protocole des systèmes financiers. Et donc ça, c'est un territoire inexploré, extraordinaire pour un tas d'entrepreneurs de tout âge. Et la preuve, c'est qu'on a beau dire, ça fait 4-5 ans que la machine s'est mise en marche, on est toujours là, il y a de plus en plus de passionnés, il y a de plus en plus d'entrepreneurs qui s'intéressent à la blockchain dans toutes les industries, donc je suis très confiant pour l'avenir. Voilà. Merci Olivier. Moi j'ai envie juste de dire une phrase, le marketing n'est pas uniquement un moyen devant, après que le produit était conçu. D'ailleurs cette idée elle a déjà été établie pendant cette conférence.
Il faut vraiment prévoir et échanger avec toutes les techniques de marketing pendant, voire avant, afin de pouvoir délivrer le bon produit ou le bon service et avoir la communauté utilisatrice qu'on souhaite avoir. Donc, il faut vraiment faire la réflexion dès le départ et pas fabriquer un triangle et dire aux commerciaux, s'il vous plaît, vendez-le comme étant un carré. Donc, voilà ce que j'ai envie de dire. Donc, il y aura plein de choses à voir. Je pense que même les entreprises reconnues qui ont l'habitude de faire du marketing depuis longtemps, ils sont en train de délivrer leurs conseils, leurs stratégies. Rien n'est gravé dans le marbre. Le Web3, elle a une spécificité et on voit comment ça marche. D'ailleurs, il y a une chose qu'on n'a pas eu le temps d'avoir avant le bear market, après le bear market, parce que quand même, le robinet des investisseurs n'est pas le même et parfois la pression sur le porteur de projet n'est pas la même non plus. On est dans une période compliquée, mais je pense que c'est une période qui, en tout cas, je suis optimiste et je pense que cette période, elle va tourner vers quelque chose de bon. En tout cas, c'est ce que je souhaite. Ouais. Et pour moi, j'aimerais bien parler pour les artistes et je suis super contente que les artistes ont maintenant beaucoup de possibilités pour être aussi rentrés dans l'entrepreneuriat et pour prendre en main aussi la vente de leurs produits et aussi de créer sa propre communauté autour de elles. Autour de eux, excusez-moi. Oui, je crois que c'est une super vision et ça donne, énormément de possibilités pour ce secteur. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Aïke. Merci, Aïke. Voilà, donc moi aussi, Non, vas-y, je t'en prie, Loïc, dis-nous rapidement. Non, c'était juste pour... Parce que tout à l'heure, j'ai repris le mantra d'Aïke et je disais « tout est possible » et dans un monde merveilleux, comme disait Olivier, voilà, c'était... Voilà. Ouais, moi c'est ça aussi que je veux vraiment célébrer entre guillemets. Ça fait vraiment plaisir d'avoir des gens qui partagent cette passion qu'on a particulièrement au sein de l'association Blockchain Innov. C'est vrai que les temps sont un peu compliqués, qu'on peut avoir tendance à se demander si on n'est pas fou d'être aussi enthousiaste du Web3. Moi, je rappelle juste un article du Daily Mail qui date du 5 décembre 2000 que j'ai partagé dans la discussion. Internet may be just a passing fad as millions give up on it. Je pense que c'est vraiment ce que certains pourraient penser du Web3 aujourd'hui. Le Web3 est très très loin d'être mort. Tout au contraire, il se construit. C'est bien ce qu'on est en train de dire ici. Il cherche encore ses bons outils, ses bons canaux. Mais c'est avec cet enthousiasme qu'on va réussir progressivement tous à en faire un outil d'adoption de masse, à en faire un outil que tout le monde comprend comme étant un outil dont on a besoin, qui vient nous redonner la propriété de nos données, qui vient nous remettre un peu en position de moteur, de conducteur de notre avenir. Donc vraiment, je vous remercie tous pour ça. Et puis, je vais simplement terminer sur quelques petites annonces concernant Blockchain Innov, parce qu'on va avoir la semaine prochaine pas mal de choses assez sympas. Premièrement, on a invité au Paris.com, qui est un événement qui aura lieu à Paris, à l'Institut du Monde Arabe, organisé par la communauté Polkadot, qui est une des blockchains qui n'est pas forcément la plus connue, mais qui est quand même assez connue parce que créée par l'un des cofondateurs d'Ethereum, qui s'appelle Gavin Wood. À cette occasion-là, on a également un blockchain breakfast assez spécial puisqu'il va être combiné avec le NFT Morning de Rémi Peretz et John Karp, qui nous feront le plaisir de co-animer avec moi le blockchain breakfast NFT Morning. Enfin voilà, un espèce de super ensemble que j'ai vraiment hâte d'organiser mercredi prochain. Donc, on va aussi partager les infos. Et donc, en parallèle du Paris.com, on aura également Cannes.com, puisqu'on va faire un événement duplex à Cannes avec la mairie de Cannes qui se joint à nous. Et on aura notamment à 17h30 le mercredi 19 un événement duplex qui sera à la fois diffusé au Paris.com et à Cannes. On aura un panel en compagnie de la mairie, en compagnie de différents acteurs institutionnels qui seront à Paris.com. Donc, très belle semaine en perspective. On vous fournira les différentes annonces sur nos canaux de communication, dont le WhatsApp de l'association. Également, j'en profite pour un petit appel à tous ceux qui pensent pouvoir nous aider, que ce soit sur la communication ou l'organisation de Cannes.com la semaine prochaine sur Cannes. Je vais également refaire une annonce là-dessus sur WhatsApp, mais
besoin d'aide. On est une association à but, on essaye tous de contribuer comme on peut, et donc votre aide sera grandement appréciée. Je repartagerai ces infos-là sur le groupe WhatsApp de l'association Blockchain Innov. Encore merci à tous, c'était un vrai plaisir, et j'ai hâte de vous retrouver en digital, dans le monde réel, peu importe. En tout cas, c'est vraiment un plaisir d'avoir pu parler avec vous tous. Merci Benjamin. Merci à vous. Merci beaucoup. Bonne journée. Très bonne journée. À bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.